Alors bienvenue à votre mini-leçon de l'atelier 13. J'espère que vous allez bien. On va parler de l'introduction et de la conclusion. Donc on va commencer par l'introduction. Imaginez, je veux juste vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Je veux juste vous faire remarquer qu'il y a beaucoup de choses autour de nous qui ont un début et qui ont une fin. Par exemple, la fin des classes, le début des classes, la fin des classes, le début d'un livre, la fin du livre, le début d'une partie, la fin d'une partie. Donc, on vit avec des débuts et avec des fins. Parce qu'on en a besoin pour s'organiser. Imaginez s'il n'y en avait pas. On rentre dans la classe n'importe quand, quelqu'un qui dîne, quelqu'un qui va se coucher, quelqu'un qui est en éducation physique, du monde qui sont en congé. Donc, ça n'aurait aucun sens. On se donne un ordre comme ça, on se donne un début et une fin de la journée pour qu'on soit coordonnés tout le monde ensemble et qu'on sache où est-ce qu'on va tous ensemble. Donc aujourd'hui, c'est ça que je veux vous enseigner. Je veux vous enseigner que c'est important d'avoir un début et une fin pour être capable d'orienter notre lecteur. Donc c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est orienter le lecteur dans notre texte. Donc il faut toujours garder ça en tête. C'est important l'introduction pour cette raison-là parce que ça introduit tout ce qu'on va dire dans notre livre. Bien, tout ce qu'on va dire ou non. Ça introduit, ça met notre lecteur dans un état où est-ce qu'il va savoir où est-ce qu'il s'en va à peu près. Pour ce faire, je vais vous donner quelques exemples d'un livre que vous avez certainement déjà vu en classe qui s'appelle Le Petit Oulipo, qui est édité aux éditions Rue du Monde. J'adore ce livre-là, mais il vous a certainement paru extrêmement étrange. À l'intérieur, on trouve des textes qui ont différentes formes, des très courts textes, des textes qui font ni queue ni tête, qui sont très étranges. Donc, effectivement, en fait, c'est pas vraiment un texte informatif, c'est une anthologie de recueil de... En fait, c'est une anthologie de poésie, de textes de poésie des Oulipo. Et si on ne lit pas l'introduction de ce livre-là, on ne sait pas du tout à quoi est-ce qu'on a affaire lorsqu'on lit ce livre-là. Donc, je vous fais un petit résumé, mais d'abord, je vais vous lire un extrait pour le début. Pourquoi toujours écrire les textes sur les mêmes formes? Pourquoi ne pas se demander si des formes nouvelles, des contraintes inédites ne pourraient pas faire jaillir de nouvelles façons de jouer avec les mots, de nouvelles façons de raconter le monde et, en fin de compte, de nouvelles façons de penser et de le transformer? Fin de l'extrait. Ce sont deux questions. On commence par ça. Et ensuite, on apprend que Oulipo, c'est un groupe de mathématiciens et d'écrivains de poésie, d'écrivains, qui se rencontrent à chaque mois et qui se donnent des contraintes. Par exemple, écrire un texte avec juste les mêmes lettres de Petit Chaperon Rouge. Donc, dans le texte, on va retrouver, dans le livre, l'anthologie, on va retrouver un texte qui, sur le Petit Chaperon Rouge, et les seules lettres qu'on peut utiliser pour écrire le texte, ce sont les lettres du Petit Chaperon Rouge, pas plus que ça. On va retrouver aussi un texte de Georges Perec qui a écrit un texte en entier, La disparition, sans utiliser la lettre E. Donc, ce sont des contraintes que le groupe des Oulipo se donnait pour écrire des textes. Sans savoir ça, le livre nous paraît particulièrement étrange. Et là, tout d'un coup, on a lu l'introduction puis on se dit ah, ça a l'air intéressant, j'aimerais ça aller voir ces textes-là qui sont écrits avec des contraintes particulières qui ont été émises par des écrivains et des mathématiciens. Donc, ça nous donne comme l'envie d'aller explorer ce côté-là de la poésie qui est un peu étrange. Donc, sans l'introduction, sans l'avoir lu, le livre nous paraît vraiment étrange. Et là, je suis certaine qu'il y a des personnes dans la classe qui disent j'aimerais ça aller voir ce livre-là. Et la prochaine fois que vous allez le voir, je suis certaine que vous allez vouloir aller observer ces textes-là qui ont été écrits avec des contraintes. Donc voilà. Et le deuxième que je voulais présenter concernant l'introduction, c'est un livre que vous avez vu dans ma classe aussi, Chimère génétique de Julie Lanes, qui est un livre que j'aime beaucoup, vous le savez. Et là, dès l'introduction, on ne passe pas par 4 chemins. On y va tout de suite, on donne toute l'information nécessaire pour comprendre le livre. On donne les définitions, on dit où est-ce qu'on a trouvé l'information. Tout ce qu'on peut trouver pour comprendre le livre se trouve ici. Par la suite, c'est comme une œuvre d'art où est-ce qu'on vient informer un petit peu sur les recherches qui ont été effectuées dans des organismes génétiquement modifiés.
mais sans plus. Donc, on a seulement ces informations-là qui vont peupler le texte à la manière d'une œuvre d'art. Et toute l'information nécessaire pour comprendre le texte, et pour comprendre à peu près l'entièreté, se trouve dans l'introduction. Donc ici, c'est un texte informatif, mais qui prend une autre forme où l'information est donnée dans l'introduction au complet. Toutes les clés nous sont données dans l'introduction pour comprendre le reste du texte, pour savoir exactement où est-ce qu'on va. Donc, quand on dit ça, on sait qu'on va voir des organismes génétiquement modifiés qui viennent de recherches qui n'ont jamais été, qui sont toujours restés, qui n'ont jamais été appliquées et qu'elle a trouvées en faisant des recherches sur les organismes génétiquement modifiés. Donc, et on sait qu'on va sûrement être surpris de voir les croisements entre les organismes qui ont été effectués. Donc, voilà pour les introductions. À partir de maintenant, ça va être ton tour de jouer le détective, d'aller voir autour de toi s'il n'y a pas des textes informatifs dans lesquels tu pourrais t'inspirer pour écrire ta propre introduction. N'oublie pas, il faut susciter l'envie de notre lecteur à continuer, à poursuivre la lecture de notre texte. Il doit sentir qu'il va apprendre ou qu'il va être surpris par quelque chose, qu'il va découvrir quelque chose. Et pour le faire, il y a plusieurs façons que je vais mettre dans un tableau d'ancrage. Donc, tu vas pouvoir t'en inspirer pour être capable de faire ton introduction. Naturellement, je te conseille encore fortement de travailler en équipe pour être capable de construire ton introduction puis savoir si celle-ci est intéressante ou non, puis vous donner des idées entre vous. Donc, poser des questions, donner de l'information, peut-être même commencer par une histoire, il n'y a aucun problème, tant qu'on suscite l'intérêt de notre lecteur à poursuivre la lecture. Donc, ça, je te souhaite bonne chance et à bientôt.